Bonjour à tous, bienvenue aux Expériences de paysage. Nous sommes très heureux ce matin d'accueillir Catherine Momy, qui est architecte, directrice au laboratoire de recherche un des laboratoires de recherche de l'école d'architecture Paris-La Villette. Ces travaux ont permis de faire une série de publications qu'on a apportées ici pour vous montrer, qui concernent toute la construction des villes et du territoire des USA, des États-Unis. Et donc, elle vient de sortir aujourd'hui un livre sur Frederick Law Olmsted et la poétique du paysage américain. Mais tout ce travail a commencé avec une thèse et une première publication en 2007 sur Jefferson. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous raconter tout le contenu de ces ouvrages, mais je vous conseille de les regarder et de pouvoir vous instruire de tout ce travail, puisque effectivement, à travers cet ouvrage, on a l'histoire de la trame américaine, la trame agricole en tous les cas, celle qui a construit tout ce territoire sur cette idée de nouveau monde, d'un monde, d'une trame orthogonale qui venait organiser ce nouveau monde. Et pour nous, les paysagistes, c'est très intéressant, et cette idée aussi de domestiquer la nature, la wilderness, ça c'est quelque chose qui nous passionne. Ensuite, il y a eu en 2009 cet ouvrage aussi, toujours aux éditions de La Villette, et on vous remercie d'être présent parmi nous aujourd'hui, sur Usonia, où là on parle un peu plus de toute l'œuvre, tout le travail de l'architecte Frank Lloyd Wright, et ce concept de suburbanisation et de recherche qu'il a fait sur l'urbanisme et le territoire, avec en 2015 la sortie d'une petite merveille sur ce concept Broadacre City, qui parle aussi beaucoup à notre profession, puisque c'est aussi cette idée d'avoir aucune distinction entre la ville, la nature et l'agriculture. Et donc aujourd'hui, nous vous invitons aussi, c'est un peu un hasard, parce que c'est l'année du bicentenaire de la naissance de Frederick Law Olmsted, et vous sortez cet ouvrage dans lequel il y a énormément de textes et de documents qui nourrissent l'histoire du paysage américain, mais aussi l'histoire du paysage français. Donc on est très heureux de vous avoir à la table. On aura certainement beaucoup de questions à vous poser. Simplement pour vous dire que pour ceux qui ne sont pas de cette profession, paysagiste concepteur en France, pour nous, Olmsted, il y a beaucoup d'adeptes dans notre école française, au sein de l'école de Versailles. Et puis d'ailleurs, Olmsted était proche de Édouard André. Enfin, il y a des liens certainement qu'il faudra aussi raconter. Parmi les adeptes, il y a de grands paysagistes comme Michel Desvignes, qui a fait la préface de cet ouvrage, qu'on salue aujourd'hui, et donc de nombreux adeptes qui sont certainement dans la salle et peut-être aussi en visio. Merci. Merci beaucoup. Merci Béatrice Julien Labruyère. Merci Adrien Forest pour votre invitation à venir parler de cet ouvrage, donc Olmsted, qui est donc un ouvrage qui rassemble un certain nombre de textes qui ont été traduits pour la première fois en français, donc que je vous montre à nouveau. C'est un très bel objet. Merci pour cette présentation aussi. Je suis honorée en fait de présenter ce travail parmi vous devant une salle aussi comble. Je ne crois pas que les distances sanitaires soient respectées, c'est pas grave. En tout cas, je suis ravie de présenter ce travail. C'est un ouvrage qui essaye donc d'expliquer à la fois le contexte dans lequel Olmsted pratique, ce contexte du 19e siècle, et puis aussi sa pensée qui est extrêmement complexe, et l'actualité de sa pensée aujourd'hui, en 2022. Je suis heureuse
d'entendre que Homestead en fait est une référence pour les paysagistes français. Alors peut-être qu'on pourra revenir plus tard sur la genèse de cet ouvrage. Il a une longue histoire et je remercie Marc Bédarida et Brankit Saradik pour m'avoir confié ce projet, pour l'avoir suivi avec toujours autant d'attention et de soin. Nous avons eu de très longs échanges. Merci aussi à Jean-François Alain pour les traductions de ces textes. Ce n'est pas l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui, mais on pourrait aussi discuter de cette difficulté. Alors, Béatrice m'a suggéré justement de prendre quelques minutes pour expliquer comment cette publication s'inscrit dans un parcours de recherche qui explore depuis maintenant un certain nombre d'années la culture architecturale, urbaine, paysagère américaine et notamment les rapports ville-nature. Donc elle le rappelait. On a un certain nombre d'ouvrages, de publications qui sont antérieurs à cet ouvrage sur Homestead, qui nourrissent d'ailleurs, c'est des recherches qui nourrissent le texte de présentation qui constitue la première partie du livre. Alors, ça a été rappelé, la question qui a été à l'origine de cette réflexion que je conduis maintenant depuis de longues années sur le territoire nord-américain, cette question originelle, visait à comprendre comment cette grille que vous avez sous les yeux, cette grille qu'on appelle la grille du Land Survey, avait été conçue à la fin du XVIIIe siècle. Les lois qui l'instituent sont votées en 1784 et 1785, et cela pour construire donc ce territoire des États-Unis, une construction qui va se faire durant tout le XIXe siècle et encore au début du XXe siècle. Donc il s'agissait pour moi de comprendre quel idéal véhiculait cette grille qui organise aujourd'hui près de 75% du territoire des États-Unis, puisqu'elle, en fait, cette grille traduit une volonté de construire une nation dont l'économie première serait l'agriculture. Thomas Jefferson, qui est à l'origine de ces lois foncières, partageait les idées des physiocrates. Et donc l'objectif avec cette organisation du territoire en township, vous voyez ici le cadastre qui organise donc le territoire des États-Unis. Donc l'objectif était de lutter contre la construction, la constitution de grands domaines fonciers, la mainmise par une partie de la population la plus riche et la plus puissante des meilleures terres de ce territoire. Pour les pères fondateurs de l'Union, et notamment Thomas Jefferson, la jeune démocratie que constituaient alors les États-Unis d'Amérique devait être constituée de petits agriculteurs libres et indépendants, selon les termes de Thomas Jefferson, vivant dignement sur et de leurs terres. Donc, il s'agissait de lutter contre la spéculation foncière, contre le développement des grandes villes telles que Londres et Paris à l'époque, grandes villes qui étaient, selon eux, ils ne sont pas les seuls, en France aussi, certains intellectuels pensaient de la même façon, lieu de toutes les corruptions et où la misère et les inégalités ne cessaient de prospérer. Alors c'est un mythe, on va le voir, qui contribue à construire ce paysage particulier. Il ne faut pas oublier que Thomas Jefferson est ambassadeur des États-Unis en France de 1785 à 1789 et donc il quitte la France au moment des événements de la Révolution française, ce qui aussi peut nous permettre de comprendre ce jugement qu'il porte sur les grandes villes européennes. Donc il s'agissait pour cette jeune démocratie, je vais rester sur cette diapositive, d'établir un cadre qui lui permettait de développer une façon de se développer d'une façon complètement opposée à ce qu'il était observé alors à l'époque. Walt Whitman, le grand poète américain, écrit dans les années 1870 « Les États-Unis sont destinés à surmonter la prodigieuse histoire du féodalisme ou alors à s'avérer la plus formidable faillite du temps. » Et c'est donc cette volonté que l'on retrouve
Là, on est à la fin du 19e siècle, mais on peut le retrouver encore au début du 20e, et je ne parlerai pas du travail de Wright, mais c'était l'enjeu aussi de ces projets. Donc cet idéal d'une démocratie agraire va perdurer durant tout le 19e siècle, voire au-delà. Et justement, cet idéal, au cours du 19e siècle, va être mis à mal par les choix économiques notamment qui vont être opérés, d'où certains paradoxes ou contradictions aussi. On sait tous que les États-Unis aujourd'hui sont loin d'être cette démocratie agraire rêvée à la fin du XVIIIe siècle. Et donc démêler ces paradoxes a été l'enjeu de la réflexion qui a été poursuivie avec cet ouvrage, Usonia ou le mythe de la ville-nature américaine, qui visait plus spécifiquement à mieux comprendre les idées fondatrices de la culture américaine, sur la base desquelles la ville comme la campagne se sont développées au cours du XIXe siècle. Donc cette idée que le territoire des États-Unis était appelé à devenir le Garden of the World, donc ce jardin du monde, formule qui va désigner au XIXe siècle. On a un ouvrage notamment de Dana en 1856 qui rend populaire ce terme de Garden of the World pour les États-Unis, qui désigne donc l'Amérique rurale, cette Amérique idéalisée. Ce jardin du monde étant construit en détruisant irrémédiablement la nature originelle, sauvage, ou justement donc ce qui est appelé the wilderness aux États-Unis, qu'on ne peut pas, autre concept propre aux États-Unis qu'on ne peut pas traduire. On a une littérature abondante à ce sujet de la destruction de la wilderness. Vous avez probablement entendu parler, sinon lu, les textes de Henry David Thoreau ou plus tard de John Muir. Et cette opposition à la destruction de la wilderness va conduire à l'adoption en fait, des premières lois de protection de la nature, avec la création en 1865, on y reviendra avec Olmsted, des premières réserves de nature en Californie. La Yosemite Valley et la forêt de séquoia de Mariposa Grove sont les premières réserves naturelles créées en 1865, ce avant donc la création du parc national du Yellowstone en 1872. On va revenir sur ces sujets avec Olmsted dans quelques minutes. Un autre idéal ou mythe propre à la culture américaine est celui de la frontière, qui est institué en 1893 par l'historien Frederick Jackson Turner avec sa conférence « La signification de la frontière dans l'histoire américaine », conférence qui a été publiée, largement diffusée. Alors il ne faut pas comprendre par frontière une ligne, une limite, mais un front de colonisation mouvant qui va progresser au rythme de l'avancée des pionniers vers l'ouest du continent nord-américain. Pionniers, comme on le voit sur ces images, qui combattent donc the wilderness au péril de leur vie pour construire ce jardin du monde. Alors, selon Turner, les rudes conditions de vie à la frontière avaient permis l'affirmation de ce qu'il va appeler le caractère américain, enfin libéré des traditions et des cultures européennes. On va le voir, Olmsted est beaucoup plus critique sur cette vie à la frontière et ne partage pas vraiment le point de vue de Turner. Alors, cette question du rapport que les habitants des États-Unis entretiennent avec la nature et la campagne a été l'enjeu de débats spécifiques à l'espace culturel nord-américain, et je reviendrai sur la question dans quelques minutes, donc toujours avec notre héros du jour, Frederick Law Olmsted. Et cela a contribué à construire ce paysage particulier qu'on appelle le paysage du middle landscape ou de la pastorale, ce paysage idéalisé de la pastorale qui n'a pu être concrétisée, comme on le voit sur ces images, que grâce à la technique, vous voyez le train, vous voyez les silos, ce paysage de la pastorale qui contribue aussi à expliquer la façon dont les villes se sont développées et ce qui a été qualifié par certains chercheurs de pastoralisme urbain, autrement dit le développement, on le verra tout à l'heure, du suburb aux États-Unis.
Alors je vais revenir sur toutes ces questions dans justement la partie donc de présentation de ce travail de Olmsted. Je pense qu'il est important de comprendre ce contexte dans lequel il vit pour comprendre justement son travail, son œuvre. Et parce que en fait ce contexte qui est très particulier est aussi au XIXe siècle, voilà, on a des bouleversements, il est secoué de bouleversements régulièrement. La société américaine, en fait, voit certains de ces mythes comment dire, s'évanouir. Et on a donc une transformation, une évolution propre à ce territoire qui se construit aussi comme nation à cette même époque. Quand Olmsted naît en 1822, donc on célèbre aujourd'hui aujourd'hui cette année le bicentenaire de sa naissance, il naît à Hartford dans le Connecticut. Le Connecticut est l'un des 13 États fondateurs de l'Union. Nous sommes en Nouvelle-Angleterre. Et il décède en 1903 à Boston, dans la banlieue de Boston. Il traverse donc tout le 19e siècle, ou presque, et c'est un témoin privilégié des transformations majeures qui s'opèrent à l'époque à l'échelle du territoire américain, dans les villes comme dans les campagnes. Et il est aussi, donc on le verra, un acteur majeur, pas seulement comme architecte du paysage, mais aussi dans le monde des lettres, c'est dans le monde de ce qu'on appelle les réformateurs sociaux, du fait de son engagement permanent au sein de plusieurs institutions. Alors à sa naissance, en avril 1822, les États-Unis se composent alors de 32 États qui sont situés à l'est du Mississippi, à l'exception du Michigan et de la Floride. Et ils ont également intégré la Louisiane et le Missouri. Les États-Unis comptent alors un peu moins de 10 millions d'habitants et la plus grande ville de l'époque, c'est New York, avec 124 000 habitants. Hartford, où il naît, est la capitale du Connecticut et compte 7000 habitants. Donc c'est une toute petite ville. En 1900, les États-Unis sont unifiés d'est en ouest, ou presque, et ils recensent plus de 76 millions d'habitants. New York, à elle seule, compte 3,4 millions d'habitants et Chicago, près de 1,7 million d'habitants. Donc vous voyez que cette lutte contre la grande ville, eh bien, ils n'y sont pas vraiment parvenus. Donc en 1822, cet idéal de la démocratie agraire auquel je faisais précédemment référence est on ne peut plus présent dans les esprits, construisant donc ce Garden of the World au fur et à mesure que de nouveaux agriculteurs s'implantent dans les territoires de l'Ouest. L'industrialisation se développe essentiellement en Nouvelle-Angleterre et dans l'État de New York, sous la forme de petites manufactures implantées le long des cours d'eau. Et cet idéal de la pastorale nourrit l'esprit d'Olmsted. Donc là, vous voyez Hartford. J'ai zoomé sur la carte du Connecticut et vous voyez ces carrés qui correspondent au township, mais qui sont bien antérieurs à la grille qu'on a vue tout à l'heure. Hein. La Nouvelle-Angleterre, notamment le Connecticut, la colonisation se fait par le biais de ces townships, et vous voyez le township d'Hartford. Et c'est intéressant à savoir parce que on a un paysage qui se construit, un paysage particulier, qui est ponctué de petites villes que l'on voit sur cette carte, qui comprenaient toutes leurs institutions culturelles, éducatives, des écoles, des collèges. Ce modèle de la petite ville de la Nouvelle-Angleterre, de la petite communauté, constitue un modèle pour Olmsted sa vie durant. Et ce paysage rural de la Nouvelle-Angleterre, c'est pareil, constitue un modèle pour Olmsted. Il va découvrir un autre paysage très éloigné de cet idéal lorsqu'il va être amené à visiter les États esclavagistes du Sud, et ceux en voie d'être annexés à l'Union des États-Unis, les États de l'Ouest, et ça va lui confirmer en fait cette supériorité de cette organisation spatiale, sociale qui était celle de la Nouvelle-Angleterre.
Alors précisons que cette affection pour ce paysage de la campagne de la Nouvelle-Angleterre ne signifie en aucun cas qu'il faut ranger Olmsted parmi les passéistes ou les nostalgiques d'un monde révolu. Loin de là. C'est un homme de son temps et sa pensée, en fait, traduit également sa foi inébranlable dans le progrès, de même que les contradictions qui vont être celles de la société américaine durant tout le XIXe siècle, et c'est toujours vrai encore aujourd'hui. Alors, contrairement à certains de ses contemporains, Olmsted n'est pas opposé au développement de l'urbanisation parce qu'on le verra, la ville pour lui représente la civilisation. Le développement de la ville signifie pour lui que la civilisation l'emporte sur la barbarie et il va être en fait très critique vis-à-vis de ces modes de vie particulièrement rudes des pionniers qu'il observe à la frontière. Par ailleurs, il a également parfaitement conscience que le monde urbain évolue lui-même d'une façon très critiquable. La grande ville, elle-même lieu de violence, de stress, de compétition incessante, constitue progressivement une autre frontière à laquelle il faut remédier, d'où son investissement sans relâche afin d'offrir un milieu de vie plus sain dans les campagnes comme dans les villes, et ça va être tout l'enjeu des projets qu'il va formuler. Alors, autre point, il est important de préciser, pour comprendre l'œuvre d'Olmsted, que c'est un personnage extrêmement complexe. J'évoquais la complexité de sa pensée, mais c'est un personnage lui-même complexe et ça vient de sa formation. Olmsted n'est pas formé comme architecte du paysage, une formation qui n'existe d'ailleurs pas à l'époque et pour laquelle donc il n'y a aucune formation. Il vient à cette profession, on va le voir, extrêmement tardivement et avec beaucoup d'hésitation. Alors, Olmsted explique qu'il s'est formé par le vagabondage. Lewis Mumford explique dans The Brown Decades que son parcours correspond en fait, je le cite, à l'éducation américaine à son meilleur, qui a engendré des Melville, des Whitman, des Henry George et des Olmsted. Donc Olmsted naît dans une vieille famille aisée d'Hartford. Ses aïeux avaient contribué à fonder Hartford en 1639 et ils avaient reçu une propriété. Et Olmsted était propriétaire d'un magasin prospère à Hartford et fort heureusement pour Olmsted parce que son père va le soutenir financièrement régulièrement. Olmsted n'est pas un élève particulièrement brillant et il prend beaucoup de plaisir justement, c'est pour ça que je vous ai mis ces illustrations, à contempler ces paysages de la Nouvelle-Angleterre lors de longues balades faites en famille ou seul ou avec son frère. Son père a l'habitude de l'emmener d'emmener sa famille dans de longues excursions en quête de pittoresque, relate Olmsted, ce qui contribue à former son regard. C'est ce qu'il explique à la fin de sa vie à une critique d'art qui veut rédiger sa biographie. Et donc il apprend à apprécier ces paysages et il va développer surtout une très grande qualité d'observation, ce qui, je pense, caractérise absolument son travail. Ces excursions lui permettent d'apprécier aussi la solidarité qui soude, selon lui, ces petites communautés de la Nouvelle-Angleterre. Le soir venu, il trouve facilement le gîte chez des parents éloignés ou même chez des hôtes inconnus. Il se forme aussi avec la richesse des bibliothèques privées de la famille ou d'amis, mais aussi la bibliothèque d'Hartford où il découvre les ouvrages de William Gilpin, de Hudvale Price, de Loudon ou de Repton. Il ne va pas à l'université. Bon, il a un accident qui provoque une grave cécité et il va donc poursuivre cette vie vagabonde durant plus de 4 ans. Son père va l'envoyer se former chez un arpenteur géomètre, ce qui va permettre justement à Olmsted de développer ses qualités d'observation tout en acquérant de nouvelles compétences en matière de relevé, de cartographie, tracé de route, division parcellaire, mais il n'est pas décidé à embrasser la carrière de géomètre. Donc son père l'envoie à New York chez un importateur de produits français où il acquiert des bases en comptabilité. Tout ça va lui servir plus tard, hein, c'est pour ça que je le précise. Mais il n'a pas plus envie de devenir commerçant qu'arpenteur. Toutefois, l'expérience lui permet d'expérimenter et de découvrir la vie à New York et la ville de New York. Il est l'un des premiers, il vit à Brooklyn, il est l'un des premiers commuters entre Brooklyn et Manhattan.
À 21 ans, un ouvrage qu'il lit de Henry Dana l'invite en fait, voilà, lui donne l'envie plus exactement de devenir marin. Donc il s'embarque pour Canton. Et puis ses espoirs de découverte de nouveaux mondes sont déçus. Un an plus tard, il est de retour à New York, très malade. Et à 22 ans, il opte en fait pour la profession d'agriculteur. Il se forme auprès de membres de sa famille et puis auprès de gentleman farmers dont les fermes sont particulièrement prospères, qui l'introduisent à des journaux tels que celui The Cultivator que vous avez sous les yeux. Il faut savoir que l'agriculture américaine à cette époque-là connaît d'importantes évolutions qui sont engendrées par les progrès effectués dans les techniques agricoles, l'usage de nouveaux fertilisants, l'amélioration des systèmes de drainage, mais aussi dans les moyens de transport et notamment les canaux, les chemins de fer qui vont permettre d'acheminer sur la côte Est la production des territoires de l'Ouest, ce qui va avoir un impact conséquent sur cette production des territoires de l'Est, puisque les agriculteurs de l'Est sont incapables de concurrencer contre la productivité des fermes de l'Ouest et ils vont donc être contraints de se reconvertir dans la production de nouvelles techniques afin d'améliorer les rendements. Et l'agriculteur américain, à ce moment-là, se transforme en scientific farmer. Il lit énormément, c'est un homme cultivé, doublé d'un homme d'affaires, parfaitement informé de l'évolution des marchés pour justement faire évoluer, si besoin, sa production. C'est aussi très souvent un homme engagé dans la vie publique. Et c'est dans ce milieu des gentleman farmers qu'il rencontre pas un paysagiste, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais qui rencontre un des grands pères de l'architecture du paysage à cette époque-là, qui est Andrew Jackson Downing, qui vient de publier 2 ouvrages majeurs, dont ce fameux traité qui va être réédité à de multiples reprises, et qui est en train de créer une nouvelle revue qui va être aussi extrêmement influente aux États-Unis, The Horticulturist. Alors Olmsted, voilà, semble avoir trouvé sa vocation au point qu'il demande à pouvoir suivre des cours d'agronomie, de géologie à Yale en auditeur libre durant un semestre. Et ce semestre à Yale, dans ce milieu universitaire, va être capital. Ça va lui permettre de faire plusieurs connaissances qui seront essentielles pour la suite de sa carrière. Et ces connaissances vont le guider vers d'autres lectures fondamentales comme Ruskin, Emerson ou d'autres. Alors en 1847, à 25 ans, Olmsted s'installe comme agriculteur et il rédige son premier article pour la revue The Horticulturist. Son père lui achète une première ferme qui s'avère être une très mauvaise affaire et puis une deuxième sur Staten Island dont la position à côté de Manhattan laisse espérer des perspectives beaucoup plus florissantes. Surtout, ce qui va être important, c'est qu'il a comme voisins des membres imminents du monde intellectuel new-yorkais, comme le poète et journaliste William Cullen Bryant, l'éditeur George Putnam, le juge William Emerson, le frère du philosophe. De même, il a comme voisinage des grandes familles new-yorkaises, comme les Vanderbilt, qui vont devenir, pour certains d'entre eux, ses clients. Et donc ce voisinage prestigieux va rapidement lui ouvrir les portes du monde intellectuel et politique new-yorkais, ce qui est important pour comprendre aussi sa carrière. À 28 ans, 1850, tout porte à croire qu'il a enfin trouvé sa voie. Avec son frère et un ami commun qui va aussi avoir une influence extrêmement importante pour lui, ils partent faire un grand tour en Europe qui va être financé par le père d'Olmsted. Et sur les 6 mois que dure ce séjour, ils vont passer 5 mois à arpenter l'Angleterre. Le reste du temps, ils visitent l'Irlande, l'Écosse, la France, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Alors ce séjour va être déterminant. La découverte des paysages de l'Angleterre est une véritable révélation pour Olmsted, qu'il s'agisse de ceux de la campagne, des domaines de l'aristocratie ou des parcs publics qui viennent d'être inaugurés.
Il découvre un paysage façonné par les siècles, par les mains humaines, et Olmsted prend alors conscience de l'importance de la dimension du temps dans la fabrication d'un paysage, rural y compris, le paysage de campagne y compris. Et il observe et note tout avec une extrême précision, les habitations, l'organisation des villages jusqu'au mode de vie, les modes vestimentaires des habitants, les systèmes de drainage, les rotations des cultures, les conditions de vie des ouvriers dans les usines, etc. Et à son retour, George Putnam lui propose de tirer un ouvrage de ses notes, cet ouvrage qui va être publié en 1852, Walks and Talks of an American Farmer in England. Et à son retour, il va aussi publier dans la revue The Horticulturist, à la demande de Downing, un premier article avec lequel il décrit les qualités du parc de Birkenhead qui avait été inauguré en 1847 et qui avait suscité l'enthousiasme d'Olmsted lors de leur visite. À son plus grand étonnement, ce parc était ouvert à tout le monde, aux plus humbles, jusqu'à la reine d'Angleterre, ce qu'il explique dans son article. Et là encore, il relève, et son article relate ça, avec précision, la façon dont ce paysage avait été dessiné, aménagé, jusqu'au point technique très précis, tel que le modelage du sol, son drainage. Il s'est aussi intéressé aux aspects financiers, tels que le mode de financement de ce parc, le coût d'entretien de ce parc et comment on finance tout cela. Birkenhead, c'est pareil, constitue un autre modèle pour lui, aussi du point de vue de la communauté de la ville elle-même, hors le parc. Alors cet article lui est commandé par Downing parce qu'est engagé depuis plusieurs années maintenant à New York une bataille qui va être menée, longuement menée par un très grand nombre d'acteurs, intellectuels notamment, pour que soit créé un parc public sur l'île de Manhattan. Le maire élu en 1851 avait lui-même fait sa campagne en défendant l'idée du parc. Et donc, il s'agit d'obtenir à cette époque-là le droit de l'État de New York d'acheter le foncier nécessaire. Et la réserve foncière de ce qui va devenir Central Park est votée en 1853 et les terrains sont achetés à compter de 1856. Je rappelle ça parce que comme vous le savez, si on connaît Olmsted, c'est bien pour un projet. C'est peut-être le seul qu'on connaît parfois, mais c'est bien Central Park. Il ne prend pas part à cela, je précise ça, mais lui justement, il ne prend pas part ni à cette campagne, ni à ce débat. Olmsted, il est dans sa ferme à cette époque-là et il a créé une pépinière. Il a rapporté des essences d'Europe et il crée une pépinière pour pour vendre certaines de ces essences. Et à ce moment-là, en fait, il partage son temps entre les travaux de la ferme et ceux de l'écriture. Et son voisinage de Staten Island va progressivement le conduire à s'engager encore davantage dans le monde des lettres. On a une question majeure, plus qu'une question, c'est un enjeu politique majeur à l'époque qui bouleverse les États-Unis, notamment dans le milieu qu'il côtoie, qui est la question de l'esclavage. On a l'annexion du Texas en 1845 et de la Californie en 1848, qui sont deux États, en fait, notamment la Californie, qui vont voter contre, qui vont être des États anti-esclavagistes. Et donc, ils apportent un soutien qui est non négligeable pour les États du Nord, qui militent pour l'abolissement de l'esclavage. Et Olmsted, qui a une position plutôt modérée, est envoyé qui appartient à ce monde des lettres, est envoyé durant plusieurs mois dans les États du Sud par le fondateur du New York Daily Times, aujourd'hui le New York Times, afin qu'il témoigne, comme il l'avait fait lors de son séjour en Angleterre, des modes de vie dans ces pays du Sud. Olmsted y va, donc l'objectif est de rapporter des témoignages les plus objectifs possibles. Et progressivement, lors de ces longs séjours, il va découvrir que le système économique sur lequel le sud des États-Unis est fondé est appelé à s'effondrer
de lui-même. Donc c'est le sens des lettres qu'il va progressivement envoyer à New York, des lettres, ils sont intitulés comme ça, hein, ce sont des articles qu'il va adresser au journal et pour lui donc il va devenir convaincu que l'esclavage est incompatible avec l'idée de civilisation, de progrès et de démocratie. Il convient d'ailleurs que le racisme est aussi un problème dans les États du Nord. Alors ces lettres qu'il envoie au journal suscite un tel débat que Olmsted est envoyé par ce même journal au Texas afin d'apporter de nouveau un témoignage sur la situation dans ces États de l'Ouest. Et Olmsted y découvre la vie des pionniers, peu enviable selon lui. Il fait aussi la connaissance de petites communautés allemandes telles que celle-ci, petites communautés parfaitement organisées, ayant leurs écoles, leurs chorales, leurs bibliothèques, leurs journaux, etc., et qui sont anti-esclavagistes. Et donc, cette qualité de vie qu'ils ont su créer, ce paysage, hein, ils parlent de ce paysage qu'ont su créer ces petites communautés, à contrario des pionniers qui dévastent plutôt la nature. Donc ce paysage que ces communautés ont su construire contraste avec la pauvreté et le dénuement dans lequel sont plongés nombre de colons américains qui sont pourtant implantés à proximité. Et donc cela, ça le conforte dans l'idée de l'importance d'une structuration sociale en petites communautés parfaitement éduquées. Et donc, je vous dis ça parce que ça va avoir énormément d'influence sur tout ce qu'il va construire par la suite, y compris comme architecte du paysage. Et il va jouer un rôle extrêmement important pour soutenir ces communautés anti-esclavagistes de l'Ouest. Alors en 1855, il délègue les travaux de la ferme à son frère et il décide de se consacrer pleinement à l'écriture. Il doit rassembler les notes qu'il a prises durant ses voyages dans le sud et dans l'ouest pour les publier. Il va s'associer avec un éditeur pour fonder une maison d'édition grâce au soutien financier du père toujours. Et Olmsted, comme il l'écrit, a intégré alors la République des lettres de New York, ce dont il est fier. Il est estimé pour ses écrits comme pour ses prises de position, il est devenu un homme public. Les trois ouvrages issus des notes qu'il a prises sont publiés en 1856, 1857 et 1860. Vous les voyez ici. Il s'avère que la maison d'édition fait faillite et donc à 35 ans, Olmsted est ruiné et en quête d'un emploi. Et il apprend par une connaissance que toujours, voilà, l'intérêt dans ce milieu-là, c'est pas n'importe quelle connaissance, c'est un membre du conseil de Central Park que l'on recherche un surintendant pour conduire les travaux d'aménagement du parc. Et donc, Olmsted adresse sa candidature au conseil et à laquelle il va joindre plus de 200 signatures d'illustres personnalités qui vont le soutenir et il obtient le poste. Alors, dans cet ouvrage, vous avez un texte, qui est un des premiers textes traduits, qui est intitulé « Épisode de la vie d'un homme dépourvu de sens pratique » et qui relate la façon dont il a été accueilli par l'ingénieur en chef Egbertville et ses équipes d'ouvriers d'alors, qui le qualifie d'homme dénué de sens pratique, d'unpractical man. Ville avait été chargé en 1856, donc je vous ai dit au moment où la réserve foncière est constituée, de dessiner le plan du parc que vous avez sous les yeux et de recruter donc les équipes d'ouvriers en charge des travaux. Il s'avérait être en fait un piètre meneur d'hommes, outre que la tâche de toute façon n'était pas aisée puisque ces ouvriers étaient recrutés non pas pour leurs compétences mais contre la promesse de vote en faveur du candidat démocrate lors des prochaines élections municipales. Donc on ne peut pas dire qu'ils mouillaient beaucoup leur chemise. Et Olmsted est recruté afin de gérer cette équipe d'ouvriers
et de faire en sorte que les travaux d'aménagement du parc avancent parce que le temps est compté. L'aménagement du parc ne peut pas être mis en cause par la future mandature et donc il faut absolument avancer pour qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Ville qui est évidemment vexée de l'arrivée de Homestead va lui accorder peu de crédit et ne va cesser de le dénigrer, ce qui va rendre les rapports extrêmement compliqués avec les ouvriers. En parallèle, nous avons un autre homme qui va être quand même essentiel dans la carrière de Homestead. Et peut-être que l'histoire a été particulièrement injuste vis-à-vis de cet homme, justement, qui est l'architecte Calvert Vaux. Alors, Calvert Vaux a été l'assistant de Downing. C'est Downing qui l'a fait venir aux États-Unis. Downing avait perdu la vie en 1852 dans un accident de ferry et il s'avère que s'il avait encore été en vie, il est probable que lui-même aurait dessiné le plan de Central Park. Et Calvert Vaux, en fait, se battait depuis plusieurs années pour qu'un concours soit ouvert afin de voter, qu'on ait des nouveaux plans pour l'aménagement du parc. Le plan proposé par Ville étant indigne, selon lui. Et Calvert Vaux va obtenir gain de cause. Et donc, ce fameux concours pour Central Park va être ouvert. Et c'est bien Calvert Vaux qui va approcher Homestead, qui va le convaincre après de longues négociations et de longues hésitations d'Homestead à formuler une réponse commune au concours. Leur proposition est intitulée Greensward, c'est le numéro 33, et elle remporte le premier prix en avril 1858. Vous avez ici des dessins avant-après, les propositions d'aménagement qui sont formulées pour le parc. Alors Central Park, pour ces deux concepteurs, est conçu comme le futur centre de New York, non pas pour sa position géographique, parce qu'en effet il est central sur l'île de Manhattan, mais d'où son nom, là-dessus ils n'ont pas été très originaux, mais parce que pour eux il allait rapidement devenir le centre d'activité, le centre de vie des habitants qui fuyaient d'ores et déjà le sud de Manhattan pour aller vivre dans des lieux moins pollués, moins bruyants et dans un environnement moins stressant. Lorsque Central Park est conçu, l'urbanisation n'est pas encore parvenue jusqu'à ce niveau-là dans la presqu'île, mais rapidement. Donc là, vous avez Central Park et vous voyez qu'on a un grand territoire à la fois de campagne et puis on voit apparaître les premiers immeubles, de nouvelles typologies d'immeubles qui vont être construites à proximité du parc de manière à profiter de ses bienfaits. Alors on le sait tous, Central Park a constitué une référence majeure dans l'histoire de l'urbanisme notamment, sans parler évidemment du paysage. Le tracé des différentes drives, rides, walks, selon que les promeneurs sont à pied, à cheval, en voiture, et puis bien évidemment ces voies transversales qui sont percées, que vous voyez ici, qui sont percées en contrebas de manière à ne pas créer de rupture dans la continuité du parc, ont été particulièrement étudiées par nombre d'architectes, d'urbanistes et j'imagine aussi de paysagistes. Alors Homestead est nommé architecte en chef du parc en 1858, c'est-à-dire qu'il va cumuler les postes de surintendant et d'ingénieur en chef et ses responsabilités vont être multiples. Ça va du recrutement, de la gestion des équipes d'ouvriers, des différents dessins de projets de drainage et autres. Il dirige l'équipe d'ingénieurs qui est mise en place. Il dirige évidemment les travaux. Il est aussi censé créer l'équipe de gardiennage et inventer le rôle du gardien de parc.
Vaux, lui, assure le rôle d'architecte conseil. Il assure la conception de tous les éléments d'architecture, les ponts, les passerelles, tous les édifices construits. Alors, on le sait tous, l'histoire a retenu le nom d'Olmsted comme étant le concepteur de Central Park, alors que la paternité est double. Et dès 1860, cette question de la paternité de Central Park jette un trouble entre les deux hommes. Et Olmsted publie plusieurs articles afin que le rôle de Calvert Vaux soit rétabli dans la conception du parc. Et vous avez notamment un de ces articles traduit dans l'ouvrage. Alors, à l'automne 1859, la partie située au sud de la 79e rue est ouverte au public et la première voie transverse est ouverte à la circulation. On a plus de 100 000 visiteurs certains jours et l'équipe de Park Keepers a du mal à faire respecter le règlement rédigé par Olmsted. Le rôle de ces gardiens du parc est non seulement d'assurer la sécurité des visiteurs, mais aussi de leur apprendre à respecter le parc et à l'apprécier. Alors, Olmsted est exténué par la charge de travail qui est la sienne, tant et si bien que le conseil de Central Park lui alloue une somme suffisante pour qu'il puisse effectuer un nouveau séjour en Europe de 6 semaines cette fois-ci. Et il retourne évidemment en Angleterre, à Birkenhead. Il revisite une multitude de parcs, mais c'est à cette occasion donc qu'il vient à Paris, donc en 1859. Il reste cette fois-ci 2 semaines à Paris, et lors desquelles, il nous dit, il visite 8 fois le bois de Boulogne. Il étudie les parcs et les promenades. Il va à Versailles, il va au bois de Vincennes, il va à Saint-Cloud. Il est introduit auprès d'Alphand par James Fallon, l'un des premiers commissaires, membre du board du conseil de Central Park, et il constate que les équipes d'Alphand sont autrement plus nombreuses et plus expérimentées, beaucoup mieux formées que celles qu'il dirige. Et donc, à son retour, il va justement demander à pouvoir avoir des équipes de travail aussi compétentes que celles d'Alphand. Il explique que l'avancement des travaux serait d'autant plus rapide et surtout moins coûteux. Parce que cette question du coût va revenir d'une façon récurrente. L'enveloppe qui est allouée à Olmsted est sans cesse dépassée. Et les conflits avec les membres du Conseil vont devenir de plus en plus pesantes, de la même façon que Olmsted va toujours avoir une aversion pour le système politique en place, et il va demander sa démission en 1861. En 1861, il demande sa démission au conseil de Central Park, qui ne la lui accorde pas. Il lui accorde un congé sans solde, et Olmsted s'engage alors dans la United States Sanitary Commission, qui est créée suite au premier combat entre l'Union et les États confédérés. On est en pleine guerre de sécession. Et pendant 2 ans, en fait, il va œuvrer à l'organisation des hôpitaux de campagne, à l'évacuation des blessés, à l'approvisionnement en médicaments, en vêtements, en alimentation, etc. Je vous ai dit ça parce que Olmsted semble être quand même quelqu'un d'extrêmement compétent dans la gestion, en fait, de projets, dans la gestion d'équipe. Par contre, il n'accepte aucune hiérarchie. Ce qui ressort des témoignages, des échanges de courriers, c'est que c'est un très bon responsable d'équipe, mais en tout cas, il ne peut pas avoir de supérieur hiérarchique. Ça fonctionne généralement assez mal. Donc, il s'épuise une nouvelle fois à la tâche et il démissionne de la Sanitary Commission en 1863. Et alors là, on a Calvert Vaux qui a pris le relais d'Olmsted à Central Park pour poursuivre les aménagements, et ils échangent régulièrement à propos des difficultés que rencontre Vaux, tout comme l'avait fait Olmsted auparavant. Ils sont en désaccord permanent avec les membres du Conseil, et ils vont cette fois-ci démissionner de concert en 1863. Et ils vont signer leur lettre. C'est la première lettre qu'ils signent de cette façon, Olmsted and Vaux, Landscape Architects. C'est la première fois qu'ils signent en s'accordant, saluant ce titre donc d'architecte du paysage.
alors je ne sais pas si c'est un titre, mais la commission de l'État de New York leur avait adressé un courrier en utilisant cette formule de Landscape Architect en 1860. Donc à 41 ans, Olmsted est d'une fois plus sans emploi et il hésite à revenir au métier de journaliste et alors, à la plus grande surprise de tout le monde, il part en Californie gérer le domaine de Mariposa, qui est alors la plus grande exploitation minière des États-Unis. Et il va découvrir ces paysages arides de la Californie, qu'il décrit à son arrivée comme un paysage désolé. Et au bout de quelques jours, toutefois, mais aussi parce qu'il monte dans la Sierra, dans la montagne, son regard change. Et c'est très intéressant de lire ces échanges de courrier avec sa femme notamment. Et il écrit « Je considère la situation beaucoup plus favorablement. Le paysage ici change complètement. Il est beaucoup plus aride et grossier, mais il devient grandiose. Non pas pittoresque, mais sublime, à un degré non négligeable. » Et donc, en fait, ces paysages des montagnes côté versant californien et notamment de la Yosemite Valley l'enchantent. Il est émerveillé par les forêts de séquoias géants qu'il décrit comme des étrangers distingués parvenus d'un autre monde. Et il découvre donc en Californie un paysage complètement inconnu qui est très loin de ces paysages de la Nouvelle-Angleterre dont je vous parlais tout à l'heure. Il découvre aussi les conditions de vie barbare à la frontière, faite de violence, de corruption, d'individualisme. Il doit gérer à Mariposa donc une population qui est nomade, peu stabilisée, avec beaucoup de violence ça va avoir un effet extrêmement important puisqu'il se donne alors pour mission, avec son travail, de civiliser la population de Mariposa en tentant de lui inculquer donc le sens du domestique, on va retrouver ça dans quelques minutes, c'est-à-dire l'attention et le soin apporté à l'entretien du foyer familial, mais aussi le sens de la communauté qui implique de privilégier le bien commun. Alors il va pas véritablement y parvenir en Californie. Son expérience californienne va être plutôt décevante. D'abord, les principaux filons de la mine qui ont été exploités. Donc, et les propriétaires de la mine refusent sa proposition de diversifier l'activité en créant une production agricole sur le site, ce qui pour lui aurait été une façon d'améliorer les conditions de vie de la population. Par contre, un concours de circonstances fait qu'il est justement en Californie et il vient de découvrir cette vallée de Yosemite et cette forêt de séquoia de Mariposa Grove quand le Congrès des États-Unis adopte le Yosemite Act à l'été 1864, créant donc ces deux réserves foncières, ces deux réserves naturelles pour la première fois au monde. On a deux réserves qui constituent donc un patrimoine commun. Et alors là encore, le nom d'Olmsted est rattaché au parc de Yosemite, alors même qu'il ne joue là encore aucun rôle dans le vote du Yosemite Act. Sa présence sur les lieux est complètement et tout à fait fortuite. Par contre, le rôle qu'il a joué était de rédiger le rapport qui devait déterminer le mode de gestion des deux réserves, les conditions dans lesquelles elles seraient visitées, l'aménagement, les types d'aménagements qui pourraient être apportés, et ça donc avec cet enjeu extrêmement important qu'il fallait absolument privilégier l'intégrité de ces lieux absolument grandioses. Donc il va faire établir les relevés de ces deux concessions, il va rédiger un rapport qui va être présenté, mais qui ne sera pas voté et qui ne sera pas suivi d'effets immédiats. Ce rapport figure dans les textes qui ont été traduits, parce qu'il s'agit d'un autre texte majeur où on comprend le rôle que la nature, pour lui, doit jouer. Cette expérience californienne lui a permis en effet de se conforter dans l'idée que la nature détient un pouvoir essentiel sur la nature humaine, celui de l'apaiser, de lui faire découvrir la sérénité et la plénitude du corps et de l'esprit, je reprends ces termes. La contemplation d'un paysage, pour lui,
agit sur le système, en agissant sur le système nerveux de l'individu, le libère du stress provoqué par les préoccupations quotidiennes. Et il considère que tout le monde est concerné. L'homme d'affaires, la femme, l'enfant, tout comme l'agriculteur, qui lui aussi doit pouvoir être à même d'apprécier ces paysages. Et à Yosemite, donc, il acquiert la conviction que la nature détient le pouvoir de civiliser, de démocratiser la société, qu'il s'agisse de la nature sublime, de la wilderness, ou de celle du parc, résultante de l'action humaine, création humaine. Il considère que jusqu'alors, la jouissance de ces plus beaux paysages avait été le monopole des familles les plus aisées. Et donc, il faut y remédier, en effet, par la constitution de réserves publiques ouvertes à tous. Et pour lui, il s'agit d'un devoir politique. Alors, en Californie, il est sollicité pour concevoir des plans de parc pour la ville de San Francisco, le campus de Berkeley. Il va beaucoup s'interroger sur la nature du travail qu'il effectue. Ils échangent avec Calvert Vaux à ce sujet. Et notamment parce que le terme de landscape architecture n'est pas pleinement satisfaisant selon lui. Et on a dans l'ouvrage aussi un texte qui explique pour lui sa difficulté finalement à qualifier ce qu'il fait, à trouver le bon terme pour qualifier ce qu'il fait. Alors il va quitter la Californie pour revenir à New York suite à l'insistance de Calvert Vaux, qui lui envoie courrier sur courrier pour lui demander de revenir à New York. Il ne comprend pas ce qu'il fait en Californie, dans ce territoire barbare. Calvert Vaux a obtenu qu'ils soient tous les deux nommés landscape architectes du paysage à nouveau auprès du conseil de Central Park. Par ailleurs, Calvert Vaux a remporté la commande d'un nouveau parc à Brooklyn et il tient absolument à le réaliser en collaboration avec Olmsted. Il s'agit de Prospect Park. Alors, Olmsted a 43 ans quand il est de retour à New York, donc en 1865, et c'est alors seulement qu'il choisit véritablement de se consacrer à cette nouvelle profession. Après, là encore, moult hésitations. Et selon certains chercheurs, ce choix professionnel serait plutôt effectué par défaut, Olmsted n'ayant jamais rencontré le succès escompté dans la carrière littéraire qu'il avait un temps envisagé. Alors l'association avec Calvert Vaux va durer jusqu'en 1872. Ils se séparent en 1872, ils restent néanmoins en bons termes et ils pourront se retrouver et collaborer à nouveau à l'occasion de certains projets spécifiques par la suite. Le nombre de projets quand ils se séparent en 1872 est extrêmement élevé. Olmsted est celui qui va sur les sites, qui établit le premier contact avec les mandataires, qui va sur les sites, qui gère ensuite les chantiers. Et ensuite, donc, il va conduire une activité avec différents architectes selon les projets. Alors, quand il revient en 1865 sur la côte Est, je vous le disais, mais je le répète, c'est important, il est fort de la conviction que la fonction première de l'architecture du paysage tient en la civilisation de la société américaine, des villes comme des campagnes. Quand je dis tient en la civilisation, c'est l'acte de civiliser qu'il faut entendre. Il s'agit pour lui de créer de nouveaux environnements naturels qui développeraient chez les Américains le sens du domestique et de la communauté. Je le rappelais tout à l'heure, ça lui avait paru tellement essentiel durant ses séjours dans le sud des États-Unis, dans l'ouest et à la frontière ouest de la Californie. Et à son retour justement sur la côte Est, il constate d'ailleurs que les conditions de vie, souvent sordides dans les grandes villes comme New York,
ont généré une frontière, ce que je rappelais en introduction, une frontière d'un autre genre, tout aussi dangereuse pour la démocratie américaine selon lui. Ce qu'il appelle alors par frontière, c'est cette grande ville misérable, où on a beaucoup de misère, faite de pollution, de corruption. Et il revient donc pour lui à l'architecture du paysage, d'anticiper, d'organiser et d'orienter ce mouvement inéluctable de l'urbanisation afin d'offrir des conditions de vie plus saines aux habitants de ces grandes métropoles. Et ça va être tout l'enjeu de son travail à partir de là. Et les années qui suivent sont essentielles parce que ce sont celles où sont élaborés une majorité des principes et des dispositifs qui sont mis en œuvre jusqu'à la fin de sa carrière. Alors, le premier élément que nous connaissons tous, donc c'est bien évidemment le parc. Et Olmsted est particulièrement attentif à son impact sur la psychologie des personnes. Le parc procure plaisir, bien-être, apaisement, ainsi qu'un sentiment de liberté, à la condition que tout soit fait pour que le visiteur qui entre dans le parc puisse oublier le stress et les contraintes de la vie quotidienne. Et vous avez sous vos yeux le projet de Prospect Park auquel il travaille à partir de 1865. Le problème dans un parc, tout comme à Yosemite, est sensiblement le même. Comment éviter qu'il ne se transforme en un lieu aussi fréquenté et oppressant que les rues d'une ville? Et donc pour ce faire, le parc est constitué de divers lieux conçus pour accueillir une multitude d'activités divertissantes et apaisantes, des lieux de promenade, de jeux, de relaxation, de contemplation. Les activités sportives sont prohibées dans le parc parce qu'elles renvoient à l'esprit de compétition et de rivalité. Alors, un point est essentiel, la qualité d'un paysage d'un parc ne peut être obtenue, explique Olmsted, en imitant la nature. Il s'agit de composer des scènes. Alors on retrouve très souvent la prairie, la scène rurale par excellence pour Olmsted, qui procure le calme, la sérénité. On a une multitude de ces photos avec les moutons qui paissent dans ces grandes prairies. Et puis on a la forêt et les rochers qui renvoient au pittoresque. Alors bien évidemment qu'aujourd'hui le paysage n'est plus tout à fait le même qu'en 1860. Et puis on a les eaux paisibles du lac qui contribuent elles aussi à la quiétude et au repos. Alors chacune de ces scènes constitue une séquence dans une continuité de parcours sans rupture ni élément discordant qui pourrait venir interrompre l'équilibre et l'harmonie d'ensemble. Et je vous dis ça parce que la notion de parcours est fondamentale dans les descriptions d'Olmsted. On se rend compte que le regard est constamment invité à être en mouvement, à des vitesses différentes selon qu'il se déplace à pied, à cheval ou en fiacre, ou simplement parce qu'il balaye le paysage qui s'offre à lui. Et c'est l'intérêt, je trouve, des descriptions qui peuvent être parfois très longues, dont certaines donc, sont traduites dans cet ouvrage, qu'il s'agisse des descriptions de Central Park, de South Park, de Franklin Park, qu'on retrouve dans le premier chapitre de l'ouvrage qui est intitulé « Imaginez le parc public américain ». Et les textes rassemblés dans cette première partie couvrent l'essentiel de la carrière d'Olmsted, puisqu'on a le rapport pour Central Park, donc de 1858, South Park à Chicago, qui est conçu en 1871, et l'exposition colombienne en 1893, et nous sommes alors à la fin de sa carrière. On y trouve aussi la notice Park qu'il rédige en 1861 pour la New American Encyclopedia. Alors, ces rapports d'Olmsted rendent compte de ses grandes qualités d'observateur. Ils sont très descriptifs, des usages notamment de ces espaces qu'il conçoit. Il prête toujours une grande attention aux femmes, aux enfants ainsi qu'aux invalides, pour reprendre ses propres termes. Le chapitre suivant des traductions est intitulé « Organiser la métropole à venir ». Et en fait, il réunit un ensemble de textes majeurs, considérons-nous, et qui permettent de comprendre la nature de cette armature verte qu'il
qu'ils vont concevoir avec Vaux pour structurer l'urbanisation à venir. Et j'entends par armature verte donc ce concept du parkway qui va représenter une évolution majeure selon Vaux et Olmsted dans l'histoire de la rue. Et on a cet article où il décrit l'évolution de la rue pour en arriver au parkway. Le parkway combine le parc et les voies de circulation, différenciées selon la nature des trafics. Et pour lui, il succède au modèle que constitue l'avenue de l'Impératrice à Paris, aujourd'hui avenue Foch, et le Unter den Linden à Berlin. Alors le parkway compose l'armature d'une nouvelle forme urbaine, selon Olmsted, qui devait permettre la construction d'une ville plus saine et qui verrait donc une population donc rester en ville pour vivre dans ces nouveaux aménagements. Les premiers parkways sont proposés à Brooklyn, où il est encore possible d'envisager des aménagements tels que des parcs, des parkways pour organiser l'urbanisation future, puisque le plan de Brooklyn n'est pas encore figé, à la différence de Manhattan, où la grille uniforme des rues et des avenues ne peut engendrer que congestion, pollution et insalubrité. Pour Olmsted, on a aussi là un texte où il décrit la grille de Manhattan et combien elle est absurde. Alors, l'enjeu pour lui est de réserver aux quartiers résidentiels les sites les plus agréables, les plus sains, aérés, et qui offrent aussi les vues les plus plaisantes sur le port, sur la rivière ou sur l'océan. Et ces sites étant aménagés à l'aide de parkways, donc qui sont des sortes de rubans verts, qui permettent de résoudre à la fois les problèmes de circulation et de salubrité selon lui. Et donc, le parkway constitue cette épine dorsale d'un quartier résidentiel d'un nouveau type qui, il en est convaincu, ça va s'avérer vrai, attirerait sans doute la population la plus prospère de la métropole. Alors, c'est pour Buffalo que Olmsted, et là c'est un projet, on sait, Vaux n'est pas aux États-Unis à cette époque-là, donc on sait que c'est un projet qui conduit seul. C'est pour Buffalo qu'il franchit une nouvelle étape avec le park system. Alors une caractéristique du travail d'Olmsted, c'est qu'il ne se contente jamais de répondre à la commande. Il est toujours plus ambitieux. On lui demande un parc, il répond un parc système. Donc les commanditaires ne seront pas toujours partants pour le suivre. Il s'avère qu'à Buffalo, il a rencontré là à la fois un milieu politique, mais aussi des habitants de Buffalo qui vont le suivre dans ce projet. Il est invité à Buffalo, en fait à l'origine, pour donner son avis quant au futur parc que la ville souhaite aménager. Et il va répondre en ne proposant pas uniquement le plan d'un parc, mais un plan d'ensemble pour la métropole future, de manière à anticiper le devenir de la ville, à l'organiser et à pratiquer les réserves foncières indispensables à la création de plusieurs parcs, espaces publics et parkways. Et c'est le park system donc, que l'on voit ici avec plusieurs parcs. Ici c'est Front Park, Delaware Park, et puis vous voyez les parkways. Alors, même s'il n'a pas été complètement réalisé tel qu'imaginé par Olmsted en 1868, il est encore aisé aujourd'hui de reconnaître cette armature dans le plan de Buffalo. Vous allez sur les vues aériennes, même si certains parkways aujourd'hui ont été malheureusement transformés en autoroutes urbaines. L'autre ville, bien évidemment, qui va lui offrir de réaliser une armature semblable, c'est Boston. Je vais peut-être... Là, vous voyez la progression donc, de l'urbanisation et cette armature qui on va organiser cette urbanisation. C'est Boston. Auquel il va travailler à partir des années 1880 avec l'aménagement des Back Bay Fence, de la Muddy River, de l'Arboretum et de Franklin Park. Donc on part du Common, les Back Bay Fence
Muddy River jusqu'à Franklin Park. Ces aménagements, c'est peut-être plus lisible ici, ces aménagements sont intéressants à plusieurs titres, à la fois pour le côté technique, parce qu'il s'agit de drainer, d'assainir un territoire qui est pour partie gagné sur les eaux, mais aussi parce qu'Olmsted crée de toutes pièces en place des espaces qui semblent naturels, tels les marais des Back Bay Fens ou la vallée de la Muddy River, alors qu'ils résultent en fait d'un important travail sur les sols, sur la gestion des eaux, un travail très technique et qui intègre aussi la question des transports, des tramways notamment. Alors un texte est fondamental pour comprendre l'enjeu de la mission qu'il considère être celle de l'architecture du paysage. C'est celui de la conférence qu'il donne en 1870 à Boston et qui est intitulée Parc public et extension des villes. Il synthétise en fait dans ce texte nombre d'observations relatives aux conditions de vie dans les villes et les campagnes. La pauvreté des relations sociales dans les campagnes, le manque d'institutions culturelles et éducatives dans les campagnes, mais aussi le stress de la vie en ville qui est à l'origine de nombre de déséquilibres au sein de la population et comment la nature, que ce soit notamment celle du Parkway, peut apporter du bien-être, soulager et apaiser le mental, je l'ai déjà dit. Alors, il est clair, notamment avec ce texte, mais il y en a beaucoup d'autres, que Olmsted ne s'intéresse absolument pas aux débats qui ont trait alors aux questions de l'esthétique dans le milieu du paysage. Pour lui, la question n'est pas de l'ordre de l'esthétique, mais du psychique des habitants de ces grandes villes ou des campagnes. Il est indispensable de créer des espaces de vie qui améliorent les conditions de vie des habitants, les conditions psychiques mentales des habitants des villes et des campagnes. Et il ressort aussi de ces textes que la dimension du temps, je le disais tout à l'heure, est fondamentale dans la pensée d'Olmsted, tout autant que la dimension spatiale. Et il avait compris cela en découvrant, je le redis, les paysages d'Angleterre façonnés par l'homme durant des siècles. Le paysage est un travail combiné de l'homme et de la nature. Et c'est aussi donc ce qu'il prend en compte dans ses projets. Alors le dernier élément du système auquel travaille Olmsted et qui est l'enjeu de la troisième série de textes sélectionnés pour l'ouvrage, c'est le suburb. Je vais passer plus rapidement sur ces images. Avec le projet de Riverside en 1868. Il s'agit là d'inventer une nouvelle entité différente de la ville, en cela qu'elle offrirait des conditions de vie donc plus saines et favoriserait donc ce sens de la communauté et de l'entraide. Alors le suburb est un intermédiaire entre la ville et la campagne. Il offre à ses habitants les aménités propres à la vie urbaine tout en leur procurant un refuge des nuisances de la ville industrieuse et commerciale. Il protège l'intimité de la famille et encourage l'action collective. Olmsted est persuadé qu'il constitue le cadre idéal où s'épanouirait la vie domestique la plus raffinée et saine, et où il dit les arts de la civilisation seraient pleinement mis en œuvre selon lui. On a à cette époque-là un très grand nombre de familles américaines qui sont parties vivre aux franges de la ville, mais elles vivent de façon isolée, éloignées des écoles, des bibliothèques et des autres services, d'où pour lui l'importance de créer ce suburb qui est conçu pour remédier à ces manques. Et Riverside, bien évidemment, constituera un autre modèle pour toute la fin du 19e siècle, notamment, mais pas seulement. Le dernier chapitre, préserver et restaurer la nature, et je vais conclure là avec ces points-là, ouvre sur d'autres problèmes qu'on a déjà évoqués, qui est celui de la préservation des réserves naturelles. On a vu comment est créée la réserve de Yosemite. Il faut donc réfléchir aux conditions d'accès et de visite de ces réserves naturelles, de manière à ce que cela ne mette pas en danger la nature que l'on veut préserver. Cette nature qui constitue un bien commun
hein, c'est important pour Olmsted. Je vais pas... j'ai déjà parlé de Yosemite. On a un autre texte qui est le rapport rendu pour les chutes du Niagara, la préservation des chutes du Niagara, et qui est de nature complètement différente. Olmsted, Vaux et d'autres ont lutté durant de longues années afin que le site soit protégé, mais avec un autre objectif qu'à Yosemite. Il s'agit dans ce cas des chutes du Niagara de restaurer le site qui avait été complètement ruiné par le tourisme de masse et l'implantation d'usines qui avaient bien compris l'avantage que ça représentait de s'implanter à côté d'une source d'énergie telle que les chutes du Niagara. Et donc il s'agit de restaurer les abords, de stabiliser les sols, de créer des parcours qui ne nuisent plus à la croissance de la végétation. Et Olmsted, dans son rapport, décrit une véritable chorégraphie des parcours, invitant les visiteurs à ne pas tous suivre le même chemin, préférer la marche plutôt que la voiture, etc. Et on retrouve une telle attention dans tous ces projets, et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ce point-là. Alors, je vais finir sur l'ouvrage, publier une anthologie de textes d'Olmsted n'est pas véritablement chose simple quand on connaît le nombre d'ouvrages, de rapports, de textes qu'il a rédigés. Par contre, s'il a beaucoup écrit, il n'a jamais rassemblé sa pensée comme l'ont fait certains de ses contemporains, et notamment son ami Édouard André avec son art des jardins. On n'a pas l'art du paysage d'Olmsted. Et à la fin de sa vie, Olmsted explique à une critique d'art, donc à cette critique d'art qui souhaite faire sa biographie, combien il lui a toujours été difficile d'énoncer sa pensée, d'expliciter la nature de son travail, à l'écrit tout au moins. Il n'est pas certain d'exercer un art, il n'est pas certain d'exercer une profession, il dit que c'est probablement les deux, tout au moins pour lui. Il a fondé en 1880 à Brooklyn, dans la banlieue de Boston, la plus grande agence d'architecture du paysage de la fin du 19e siècle et du début du 20e, agence où se sont formés nombre de professionnels, à commencer par son neveu et son fils, qui vont devenir ses associés, qui vont prendre la relève et qui, eux aussi, ont une production majeure au 20e siècle. Et vous avez sur cet arbre de la famille d'Olmsted nombre des collaborateurs, mais c'est une autre histoire. Un grand merci à Catherine pour cette conférence et d'avoir tenu aussi en temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire et vous êtes historienne, on sait bien que ça peut durer très longtemps. On a hâte de connaître la suite. Simplement pour vous remercier aussi d'avoir fait l'expérience de paysage de Olmsted ce matin, qui était comme s'il était avec nous en fin de compte. Et effectivement, d'avoir rassemblé ce travail et de raconter le parcours aussi d'Olmsted, ça nous permet certainement de comprendre encore, et c'est très contemporain, l'ouverture en fait de ce métier de paysagiste, la liberté d'action que l'on a et que l'on défend et qu'on retrouve à travers ce parcours où c'est à la fois les parcs urbains, les parcs naturels, les convictions d'une démocratie, le bien commun, tous ces sujets-là qui sont très contemporains et qu'on partage volontiers tous avec cette œuvre d'Olmsted. Donc on va prendre un peu des questions, des remarques auprès de la salle. Et puis simplement, moi j'avais une petite question sur le titre de la conférence, sur le mot poétique, puisque j'ai remarqué aussi cet ouvrage qui s'appelle Pour une poétique du détour d'André Corbos, et je me disais, voilà, pourquoi poétique ? Alors, j'avais pas fait
Merci d'avoir relevé ça. C'est vraiment involontaire. Il s'avère que ce sont deux poétiques différentes, mais qu'on a justement, peut-être que leur caractéristique commune est d'avoir eu des carrières très diversifiés, que ce soit pour André Corbeau ou que ce soit pour Olmsted, hein, des personnages extrêmement curieux, extrêmement ouverts, qui ont une culture immense. Donc c'est peut-être des parcours de vie aussi. André Corbeau aussi entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Alors pourquoi ce titre, qui est en fait le titre du texte introductif, poétique du paysage américain, c'est que dans nombre de textes d'Olmsted, on voit sa difficulté justement à définir ce qu'il fait, à définir sa pratique, et où pour lui, il y a une forme de poésie dans le travail qu'il fait. Et c'est peut-être là aussi toute sa difficulté. Hein. À la fin de sa vie, il dit est-ce un art, est-ce une profession? Alors il reçoit son travail est reconnu puisqu'il reçoit le doctorat honoris causa de l'université de Harvard. Donc il est un peu étonné. Mais en même temps, il est honoré, bien évidemment, parce que ça veut dire que ce qu'il produit est reconnu, que son œuvre est reconnue. Mais il a cette difficulté pour se définir, pour la définir, entre art, poésie, justement, et le côté pratique de la profession. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais choisi ce titre-là. Merci. Donc des remarques. Je vais vous passer un petit micro pour qu'on vous entende. Oui. Tout d'abord, merci parce que c'était une conférence vraiment très riche qui éclaire beaucoup la qualité de la pensée universelle en fait, et surtout sa capacité de traverser à la fois les échelles mais aussi les professions. Et c'est magnifique de voir à quel point il a réussi à faire la synthèse entre la poésie et la praxis et mettre en œuvre quelque chose qui est nécessaire en Europe et surtout en France, sortir du corporatisme et avoir des pensées aussi transversales et systémiques qui montrent que le ménagement du territoire demande plus que de l'aspect esthétique, et il est nécessaire de l'accès sur l'aspect à la fois psychique, surtout en sortant du Covid, et de l'aspect nutritionnel d'une démocratie qui découvre la nature différemment. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci pour également... si vous êtes là, on ne vous voit pas. Là. Je vais me lever, voilà. Comme ça je vous vois. Merci. La qualité de votre exposé est enrichissant. J'avais une question par rapport aux allers-retours d'Olmsted avec l'Europe et notamment la France. Vous y avez fait allusion. Il aurait rencontré Alphand, Édouard André aussi. Savez-vous s'il a eu des contacts avec le comte de Chouleau qui, à la même époque, dessinait le parc des Ibis au Vésinet? Alors là, je ne sais pas. Alphand, il le rencontre brièvement. Selon ce que je sais, mais là nous avons quelqu'un qui est plus compétente que moi sur le sujet. Moi, de ce que je sais, il le rencontre brièvement. Par contre, c'est un ami d'Édouard André. Donc là, ils échangent, ils se rencontrent régulièrement. Édouard André vient le voir aux États-Unis. Donc là, là-dessus, on a des. Et sinon, le comte de Chouleau, je ne sais pas. Je n'ai pas de. Je n'ai rien, on va dire, qui me permette de. Voilà, j'ai pas non plus cherché, mais ça demande à être vérifié. Cette question, justement, hein, des transferts entre France et États-Unis, c'est quelque chose qui mérite encore d'être exploré. Moi, j'aimerais qu'on puisse le faire, justement, avec nos collègues de l'École du paysage. Et cette année du bicentenaire pourrait être l'occasion, justement, d'explorer ces transferts qui s'opèrent, en effet. Par ici.
Oui, dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, Jean Cabanel, un vieux de la vieille, donc j'avais entendu parler d'une importante échange de lettres entre André et Olmsted. Et donc c'est quand même très intéressant de voir les évolutions parallèles, y compris sur le plan de la conception, entre ce qui se passait en France à l'époque et les États-Unis, avec des réponses différentes, mais avec les mêmes soucis finalement. Et donc, il me semblait qu'il y avait une correspondance très importante entre Olmsted et André. Je voulais savoir si vous en pensiez. Oui, tout à fait. C'est juste. Et ils échangent même à propos de certains projets. Quand Olmsted revient encore à Paris au moment où il travaille à un de ses derniers grands projets, qui est le projet d'exposition de ce qu'on appelle la Columbian Exposition en 1893 à Chicago, et il revient observer les sites des expositions universelles, ce qu'il en reste, pour voir chacun des aménagements. Mais là, il décrit tout, les cheminements, les petits graviers, la taille des graviers, des petits filins qu'on met pour empêcher les personnes d'aller marcher sur les pelouses, les balustrades. Donc, on a ça, et il échange justement avec Édouard André, parce qu'il trouve que les aménagements proposés par l'architecture proposée par les architectes, qui sont des grands architectes américains formés à l'école des Beaux-Arts, est trop majestueuse et trop pompeuse. Et donc, ils échangent à ce sujet. Et Édouard André lui dit « Ah oui, il faut mettre des plantes, faut mettre… il va visiter, Olmsted va visiter les châteaux de la Loire, et il trouve que ces grandes terrasses dénudées, en effet, ça fait vide, ça fait… Et puis, donc, il se dit qu'à Chicago, l'été, il y fait chaud, donc il faut apporter de l'ombre. Donc ils échangent, et il va suivre le conseil d'Édouard André. Donc il va mettre des palmiers en pot sur les terrasses. Et voilà, donc oui, il y a des échanges qui sont importants. Hein, à propos de projets, on sait qu'ils se nourrissent l'un l'autre de leur propre expérience. Par rapport à ces échanges, on a la chance aussi d'avoir ce matin la représentante d'Alphand qui est parmi nous. Ben oui. Donc tu vas pouvoir nous en dire quelques mots. Déjà, merci parce que c'était une exposition très très riche qui déjà dévoile la démarche au projet d'Olmsted, mais aussi est très éclairante pour les rapports avec la France. Côté Alphand, j'ai compris beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe en fait, parce que j'ai trouvé dans les archives les lettres du comité du Central Park des 59 qui demandent à Alphand de se rendre à New York avec ces rapports qu'il écrit en 59, donc à la fin des travaux du Bois de Boulogne, et traduit en anglais. En fait, les rapports sont envoyés et traduits en anglais. Mais les comités du Central Park demandent aussi à Alphand de se rendre pendant 6 mois en Angleterre, aux États-Unis. Ce qui rejoint absolument ce que vous dites, et que je n'avais absolument pas compris, parce que je n'avais pas du tout cette connaissance. Le fait qu'à la même année, Olmsted aille visiter les Bois de Boulogne et se rend compte que la compétence des équipes d'Alphand lui fait défaut dans la gestion de ses équipes, explique exactement la raison pour laquelle ensuite, donc je pense que les choses c'est une conséquence. Ensuite, les comités du Central Park lui demandent à Alphand d'envoyer ces rapports, parce que dans ces rapports, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il y a la gestion du chantier, les techniques employées et toute la question des coûts financiers. Donc probablement, on pourrait supposer que c'est une demande d'Olmsted auprès du Conseil du Central Park de solliciter Alphand pour avoir ces rapports, dont il était probablement à connaissance. Alors, est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés, connaissant un peu Alphand? Là aussi, vous nous avez donné une clé importante. Alphand est un ingénieur de ponts et chaussées.
je pense qu'on lui a prévenu qu'il y avait quelqu'un qui dirigeait les équipes à Central Park. Et en fait, Olmsted il dit qu'il a visité, des 8 fois qu'il a visité les bois de Boulogne, une fois avec un collaborateur d'Alpha, sur lesquels nous avons eu déjà des échanges. Et là, je pense avoir compris que les seules personnes qu'Alpha pourrait avoir demandé pour faire ça, c'était vraiment Darcel. Et du coup, pourquoi Darcel? Parce que c'était Darcel qui dirigeait les équipes. Alpha n'a pas... C'était pas lui qui dirigeait les équipes du bois de Boulogne, c'était Darcel qui était sur place. Et donc probablement Alpha, il a donné à Darcel la tâche de lui faire cette visite qui était très technique, sachant que là ça rejoint un peu l'idée du corporativisme, c'est-à-dire si je comprends bien, là, on a un dessinateur des parcs et jardins qui est aussi écrivain, qui a toute une expérience à l'horticulture, de l'agriculture, etc. Et de l'autre côté, on a des ingénieurs des ponts et chaussées, des X, qui dans leur vie n'ont fait que ça. Donc, très difficilement, on pouvait concevoir pour quelqu'un comme Alpha et ses équipes que quelqu'un comme Olmsted soit à leur place sur un chantier si important. Donc, à mon avis, c'est ça l'élément qui ne colle pas. Parce que pour eux, quelqu'un comme Olmsted était plus proche peut-être à quelqu'un comme Varé, qui était les paysagistes qui dessinaient, mais qui n'avaient pas leur formation technique et qui étaient récidives, disons, opposés à toute forme de supériorité hiérarchique et qui donc ils ne savaient pas travailler en équipe. Donc je pense que là, il y a eu un moment où ils ne se sont pas vraiment entendus et peut-être c'était ça. Mais on a plein de choses à voir sur ça, parce que je pense qu'on peut faire vraiment les liens. Tout à fait. Mais là, en effet, et d'ailleurs, on sait qu'il dit au conseil de Central Park, vous voulez faire venir Alphand. Ils ont essayé de faire venir en fait plusieurs grands architecte du paysage de l'époque, enfin architecte du paysage, tout au moins Paxton, et il dit mais vous devriez les payer un autre coût que ce que je vous coûte et on vous coûte avec Calvergo. Et puis il demanderait, et dans ce rapport, dans cette lettre qu'il écrit qui est très longue en rentrant en 1859, et il dit et de toute façon il vous contraindrait à mettre en place des équipes que moi je n'ai pas. Et il dit, moi voilà, j'ai pas les ingénieurs qu'a Alphand, j'ai pas ces ouvriers spécialisés, j'ai pas, enfin voilà. Et après le côté technique, c'est-à-dire le coût, et c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps aussi sur Birken, parce que c'est très tôt, quand il va en Angleterre, en 1850, il revient avec des nouvelles techniques de drainage, par exemple, qu'il va essayer de diffuser aux États-Unis. Il revient avec, sur Birkenhead, ce qui l'intéresse, c'est le coût. Donc il va voir les personnes, il leur demande combien a coûté le parc, combien coûte sa maintenance. Et c'est des choses qu'il regarde d'une façon, c'est pour ça que j'ai insisté peut-être lourdement, mais son côté observateur, ce côté qui note tout, et d'un point de vue pratique, vraiment. Donc il n'est pas uniquement dans la poésie, il y a le côté vraiment matériel du métier qui est important pour lui. Mais après, il n'y a pas aux États-Unis les professionnels qu'il peut y avoir. Voilà, il n'y a pas les ingénieurs des ponts aux États-Unis. Après, il va s'entourer justement. Central Park va être aussi une école. Une école. On va avoir là un corps d'ingénieurs qui va se former et après, certains d'entre eux vont devenir des grands ingénieurs, notamment du point de vue sanitaire, dans le drainage des sols, où là, on va avoir des grands techniciens. Et ça se classe totalement parce que la pratique d'Alphand, comme la pratique de l'équipe d'Alphand, c'était prendre des projets éventuellement ailleurs qu'à Paris et imposer ses équipes. Donc, il a bien vu que si Alphand ne serait jamais allé aux États-Unis, parce que déjà il ne parlait pas anglais et il ne pouvait pas en tant que fonctionnaire. Mais il aurait envoyé quelqu'un. Envoyer quelqu'un, ça signifie aussi prétendre du bureau de Central Park de faire venir toutes les équipes de ces quelqu'un. Donc notamment des équipes Paris. Parce qu'on les voit, il fait la même chose en France, dans toutes les villes où il envoie des projets à partir des Batignolles pour les premiers projets, qui à l'époque n'est pas Paris. Mais même au Batignolles, qui est au-delà de la frontière de Paris, il explique clairement au maire, si vous voulez un projet, je vous le fais, mais je vous dis qui employer, et ça sera que mes équipes.
Donc là, les cours ont certainement explosé. Très bien, donc un nouveau duo qui s'est créé ce matin là. Est-ce que vous avez d'autres demandes? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur la poétique dans le travail d'Olmsted et son art pour le vagabondage en fait et la contemplation. Et vous avez parlé beaucoup de Yosemite et vous avez cité John Muir. Et je ne sais pas si du coup, dans son voyage à Yosemite, il a pu rencontrer ce personnage qui est, pour moi, voilà quoi, qui est un maître du vagabondage et de la contemplation, et qui a beaucoup écrit et qui est la personne qui, je pense, a permis le classement en réserve naturelle de Yosemite. Donc voilà. Alors, il n'a pas permis le classement en 1865. Hein. Il arrive plus tardivement en fait. En 1865, c'est une réserve de l'État de Californie et qui doit être gérée par l'État de Californie. Et le problème qui se pose, c'est que justement, comment est-ce qu'on gère une réserve naturelle et l'État de Californie va être beaucoup décrié pour sa gestion de cette réserve par Olmsted et par John Muir, justement. Et c'est ce qui va faire que, dans mon souvenir, je sais plus, je crois que c'est 1890, il faudrait revérifier dans le livre, c'est là où Yosemite devient un parc naturel national. Et parce qu'il y a une multitude de lettres, il y a en effet l'action de John Muir, il y a aussi des lettres d'Olmsted pour que cette réserve de nature soit en effet préservée et ce que ne faisait pas, enfin l'État de Californie n'avait pas su mettre en place justement un mode de gestion. Alors après, ce qui va changer beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment justement où est créé le Yosemite Park, le National Park, on a un très grand nombre d'interdictions qui vont voilà, on va avoir une gestion de ce parc complètement différente, ce qui va notamment entraîner des problèmes avec la population qui vivait à Yosemite, la population indienne qui vivait à Yosemite. Donc, ça va avoir des répercussions non négligeables par la suite. Oui, merci beaucoup pour votre conférence. C'était une simple curiosité sur la formation de ce personnage complexe, comme vous l'avez dit. Vous n'avez pas du tout abordé ce qui pourrait être sa pensée philosophique ou religieuse, etc. Vous avez parlé de communautés allemandes, de façon d'occuper des territoires. Est-ce qu'on peut faire des liens aussi entre cette idée de paroisse ou des choses comme ça dans la façon d'occuper la campagne? Voilà, c'était une curiosité. Non, mais c'est une question extrêmement intéressante parce que la Nouvelle-Angleterre, évidemment, c'est pas n'importe quel territoire aux États-Unis. C'est un territoire où la religion est extrêmement importante, c'est une religion puritaine, d'où cette organisation en petite communauté. C'est à l'origine, cette structuration sociale est liée aussi à la religion, au poids de la religion. Par contre, pour Olmsted, alors Olmsted perd sa mère alors qu'il est jeune, il doit avoir 5 ans, et il va être mis en pension chez des pasteurs unitariens, chez des pasteurs, pas unitariens, excusez-moi, et c'est ce qui va faire qu'il va toujours avoir une aversion, en fait, toute sa vie contre toute religion, en fait. Par contre, si on parle de ce qui le nourrit philosophiquement, le territoire de la Nouvelle-Angleterre, c'est quand même aussi là où on a Henry Thoreau, où on a Emerson, où on a, donc c'est pour ça que j'ai cité aussi leur nom, et c'est évident que là, toute cette pensée-là le nourrit. Et il va y venir petit à petit. Pas tout de suite. Les premiers ouvrages auxquels il fait référence, c'est plutôt ces ouvrages de ces théoriciens, on dirait aujourd'hui, du paysage anglais. Mais il lit aussi les poètes, il lit Emerson, il lit Thoreau, il lit... Et puis en Nouvelle-Angleterre, on peut... Voilà,
Donc ça le nourrit. Mais par contre, il est vraiment... oui, la religion, ça va être... il va toujours nourrir une aversion pour toute religion. Il y a une autre prise de parole par ici. Oui, bonjour. Dire que j'ai appris beaucoup en vous écoutant est un euphémisme parce que je ne connaissais que son nom et l'image de Central Park. Donc effectivement, et ça m'intéresse effectivement beaucoup parce que l'idée qu'on a en général, les gens qui font des aménagements comme ça, est de répondre à des questions. Au départ, ce qui me fascine, et c'est pour ça que c'est peut-être là sa dimension poétique, c'est que je pense que c'est un grand intuitif. Il s'engage sur des choses au feeling, comme ça, en disant ça m'intéresse. C'est pour ça qu'il observe partout. Alors ça installe deux choses très intéressantes. Le fait qu'effectivement, il va mal répondre aux questions. Il va plutôt avoir envie d'en poser d'autres. C'est-à-dire que la première question qu'on lui pose, il répond avec une autre question, en général plus intéressante, mais qu'il a du mal à faire passer. Ce qui est une remarque qui nous intéresse tout à fait, parce que je crois qu'on s'est épuisé un peu à essayer de poser des questions autrement, mais sans doute pas épuisé assez. L'autre chose qui est très intéressante, c'est la transversalité. Le fait qu'on ne puisse pas lui donner un réel métier. On ne peut pas le déterminer. Et ça, c'est pas un défaut, c'est une qualité fantastique. Et du coup, au lieu de travailler à essayer de mettre en place, et on devrait bien s'en inspirer aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'est pas dans cette direction du tout, il n'a pas de structure esthétique. Et ça, c'est pas un désavantage, c'est un avantage. Parce qu'il travaille dans le sens où il faut travailler, c'est-à-dire qu'il met en place, en fonction d'un certain nombre de promenades qui font le paysage, puisque le paysage, comme il le raconte, c'est pas ni la nature, ni... Bon, c'est un phénomène de bilan, en fait, de bilan de l'activité humaine sur les sites. Et finalement, il arrive à fabriquer, lui, de l'esthétique, sans dire que c'est de l'esthétique, et peut-être même ça va avoir envie de le faire. Je veux dire, il ne fait pas plus de paysage qu'un paysan français a fabriqué l'esthétique de la campagne française. C'est le bilan de son activité. Et je crois qu'on ferait bien de s'en inspirer, parce que réfléchir à résoudre des problèmes et qu'à la fin, ça fait de nouvelles esthétiques, c'est plus intéressant que de devenir, comme est, hélas, assez largement le travail du paysagiste, aujourd'hui, dans les pays, dans l'Europe, un travail de prédation culturelle. La prédation culturelle, c'est une mauvaise connaissance des choses qui sont passées, où on ne voit que les résultats et dont on ne sert que par esthétisme. Et je pense que là-dessus, il est fantastique. C'est vrai que moi, je suis abasourdi par ces prises de position et par le fait aussi, évidemment, qu'il parle du temps. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille, puisque j'ai été paysagiste, je suis toujours d'ailleurs, mais c'est un peu sur la fin quand même, on travaille dans un projet, on répond à une question, même si on se débat pour ne pas y répondre, et surtout, on arrive, quand la décision de faire est faite, et ça c'est un petit peu un problème, et surtout on s'en va dès que c'est fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas le suivi et les conséquences, donc aucune possibilité de ce suivi, de cette transversalité qui est le mot le plus fort en fait dans la question du paysage. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Simplement, du coup, j'en profite pour vous dire que Jacques Coulon, paysagiste, va faire la prochaine expérience de paysage en mars. Tout à fait. Il y a encore 2-3 questions. On continue, il n'y a pas de problème. Il y avait monsieur devant qui était avant toi, Charles. Oui, ben merci. On a tellement hâte de te lire et de lire Homestead. Simplement, est-ce qu'il y a eu d'autres recueils qui ont été publiés aux États-Unis de ces textes? Parce que c'est une masse très, très hétéroclite aussi, avec des archives, des rapports, etc. Comment est-ce que tu as travaillé finalement pour sélectionner, pour arriver à donner du sens à c'est un itinéraire très long, en fait, de nomades, un peu pragmatique dans ses façons de faire. Donc, si tu pouvais en dire un tout petit peu plus. Oui, bien sûr. Alors là, on pourra en discuter avec Marc Bedarida qui est là, et puis Branquet Saradik. Alors, c'est en effet, aux États-Unis, il y a plusieurs recueils qui existent, plusieurs anthologies de textes qui existent. Certaines je crois que le premier est un ouvrage fait par Sutton. Je crois que dans mes souvenirs, ça doit être publié en 1970 ou 1971. Et après, en effet, c'est difficile de sélectionner.
parce qu'on a un nombre de rapports, d'ouvrages qui sont très nombreux. Et surtout, c'est des textes aussi qui sont très longs et qui sont très descriptifs. Donc, il y a eu une présentation récemment de l'ouvrage, certains m'ont dit ça peut être barbant aussi de lire ces descriptions de ces paysages dans ces rapports. Alors la sélection, alors la genèse de l'ouvrage, c'est là où on va pouvoir peut-être donner la parole à Marc Bedarrida. Je ne suis pas à l'origine, en fait, de ce projet. Ce projet, alors j'en avais connaissance, puisque m'intéressant à Homestead, et ayant publié, comme vous l'aurez vu, plusieurs ouvrages aux éditions de la Villette, je demandais moi-même régulièrement, mais quand est-ce que l'anthologie d'Homestead sera publiée? Voilà, c'est un projet. Je ne sais pas vous dire quand est-ce qu'il a commencé, Marc Bedarrida pourra vous le dire. En tout cas, qui a été très long, qui a épuisé beaucoup de personnes, des traducteurs y compris, jusqu'à ce qu'on me le confie en 2018, je crois, avec une certaine urgence pour boucler la chose, puisque ça devait être fait avant que Marc Bedarrida cesse de diriger les éditions de la Villette. C'était un tout petit peu plus long, mais c'est bien parce qu'il y a ce concours de circonstances où là il sort pour le bicentenaire finalement la longueur a aussi cet avantage que ça crée des opportunités pour. Alors la sélection, il y avait une première sélection de textes de fait, sur la base notamment du Sutton, et qui a été réajusté. Voilà, à partir du moment qu'on servait certains textes, on ajoutait d'autres, et pour organiser ces chapitres, donc un sur la question du parc, un autre sur la question donc métropolitaine, comment est-ce qu'on on pense la métropole en devenir, et surtout avec ces textes majeurs. Considère sur le Parkway, le Park System. Alors certains de ces textes avaient déjà été sélectionnés, d'autres donc sont arrivés à ce moment-là. Et surtout, ce qu'il a fallu faire aussi, c'est qu'il a fallu retrouver les textes originaux. Parce que certains des textes qu'on avait au départ, c'était justement des textes qui avaient été souvent coupés. Parce qu'on considère que certains passages sont inintéressants, trop descriptifs, trop. Donc là, il a fallu retrouver les textes originaux, repartir des textes originaux, voir est-ce qu'on coupe à certains endroits et où. Parce que certains d'entre eux sont coupés, sur quoi ils sont trop longs. Bon, après, il y a des aspects, il y a des aspects budgétaires. À la fin des rapports, vous avez le coût de tout, donc là, en l'occurrence, l'éditeur a considéré que c'était peut-être pas utile. Mais Marc, je vois, est prêt à... C'est-à-dire que les éditions de la Villette ont ont lancé en 2000 une nouvelle collection qui était des textes fondamentaux modernes, qui ont commencé par des textes allemands, Gideon, Beine, qui ont continué par Laszlo Molinaj. Et parmi là, il y a un projet qui a commencé en 2000, qui est le projet de Olmsted. Et donc, ce projet, il y avait une composante personnelle, parce que, comme monsieur Coulon, je crois, si j'ai bien compris, je connaissais le parc. Il s'est trouvé qu'en 89, on m'a emmené visiter les archives à Brooklyn de Olmsted, et là, j'avais vu qu'il y avait un sujet. Mais j'étais pas du tout dans l'édition. Et puis, quand je suis arrivé dans l'édition, et dans l'enseignement à la Villette, l'école d'architecture de la Villette, j'ai lancé ce projet. On a épuisé une première traductrice, qui était une personne qui a eu des prix littéraires et des choses comme ça, mais là, ensuite, on a demandé l'aide du Centre national du livre, et là, on n'a pas été aidé parce que, comment s'appelle elle,
qui voilà, nous a dit que la traduction ne devait pas être faite en conservant. Hein, Françoise Choët a refusé notre traduction parce qu'elle a dit qu'il fallait la moderniser et elle a réécrit le texte. Voilà, d'un ou deux des textes qu'on proposait. Donc, on a dit qu'on n'était pas d'accord. Et effectivement, ce livre est allé dans un certain comme endormissement. Il a hiberné pendant un certain temps. Et avant que je finisse mon temps aux éditions de la Villette, j'ai voulu le ressortir. Et donc, on est parti sur... c'est là qu'on s'est aussi posé la question de comment présenter ces textes. Je dirais, une partie des textes était choisie. Comment présenter ces textes, les resituer, expliquer leur genèse et tout, puisque le principe, c'est toujours d'avoir une introduction importante à ces anthologies. Eh bien, on a fait appel à Catherine Momy, qui nous a semblé pour sa connaissance qu'elle avait des États-Unis et le fait qu'on avait déjà travaillé un petit peu là. Et donc, effectivement, en 2000 aussi, il y avait eu cette idée, j'avais entendu cette idée qu'il fallait peut-être traduire Olmsted. Le premier chose la plus facile qu'on trouve, c'était de trouver le livre de Sutton. On découvre qu'il a coupé les textes. Après, effectivement, il y a eu des nouvelles publications entre 2000 et 2018, ce qui fait que des versions de texte sont réapparues. Sutton n'était pas très clair sur toutes les versions qu'il utilisait. Donc, on a réhomogénéisé ça et on a trouvé un nouveau traducteur qui a beaucoup souffert. Il faut le reconnaître, il a vraiment trop souffert. C'est une vraie transposition. C'est une langue dure. Je dirais, Olmsted, c'est une langue dure. Il y a un vocabulaire, il y a un phrasé, il y a quelque chose. Ça peut être très très pesant et c'est vrai que aussi, contrairement à Catherine nous reproche d'avoir coupé des textes, mais il y a un endroit des descriptions qui sont tellement longues que quelque part on perd le fil de la pensée et donc on a essayé de ménager des textes complètement en entier et puis quand il y a vraiment des digressions ou des chapitres qui vont dans la fabrication, dans des choses comme ça, on a dit que c'était pas le sujet de ce livre et que ça sera d'un prochain et je souhaite beaucoup de bonheur pour celui qui le fera. Merci à vous. Cette traduction a été un travail, voilà. C'est vrai qu'on sent bien d'échange permanent. Et en effet, parce que parfois, il était difficile de traduire un paragraphe. Mais dans ce paragraphe, il y avait quand même il y avait énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout ce que faisait, voilà, cette substance d'une pensée qu'il n'arrive pas à